Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à un nouvel épisode du Parlons Affaires podcast. Donc, comme à l'habitude, je suis accompagné de Audrey, ma co-animatrice. Bonjour. Et aujourd'hui, on a un invité spécial. On est super content de l'avoir parmi nous. Jean-Mathieu Lavoie de Zéro Dette, qui est un expert en crédit et également en refinancement hypothécaire. Jean-Mathieu, merci d'avoir accepté l'invitation. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu qu'est-ce que tu fais au day-to-day? Puis, c'est quoi un peu ton background? Yes, bien, premièrement, merci de me recevoir. Écoute, dans le fond, comme tu l'as dit, là, je suis courtier hypothécaire de formation. J'ai pris aussi des formations là, en extra au niveau du crédit. J'ai commencé dans le temps, là, ça va faire 7 ans. J'ai commencé aux États-Unis parce qu'il n'y avait pas de formation, dans le fond, au Québec. Puis, là, dans le fond, là, au day-to-day, ce qu'on fait, c'est qu'on fait vraiment... Il y a une partie éducation avec Zéro Dette Academy au niveau du crédit, dans le fond, pour les particuliers. Parce qu'il y en a maintenant des formations pour les professionnels, mais pour les particuliers, ça laisse un peu à désirer, tu sais. Puis, au niveau, dans le fond, des consolidations de dette, comme tu l'as dit, ce qu'on aide, c'est vraiment des refinancements hypothécaires dans des banques alternatives pour justement, tu sais, pouvoir regrouper toutes les dettes, sortir l'équité, payer avec l'équité de la propriété ces dettes-là pour aider les clients à, de un, économiser mensuellement, c'est l'objectif numéro 1, mais ensuite de ça, il y a une restructuration du crédit qui est faite aussi. Mm-hmm. Puis je suis content de t'avoir aujourd'hui parce qu'on reçoit beaucoup de questions concernant le crédit. Pour être un investisseur, que ce soit en immobilier, pour acheter ta première entreprise, il faut que tu aies un relativement bon score de crédit. Fait que nous, dans notre cas, pour acheter une entreprise, il faut que tu sois au-dessus de 680 de score de crédit. Toi, tu en as vu des centaines, voire des milliers des dossiers de crédit dans ta vie, t'aide à redresser la cote de beaucoup, beaucoup de gens au quotidien. Mm-hmm. J'ai un paquet de questions pour toi. Il y a beaucoup de mythes entourant justement la fameuse cote de crédit. C'est quoi un peu le plan de match 1 an pour quelqu'un qui vient de voir, exemple, j'arrive, hey, salut Jean-Mathieu, j'ai 600 de score de crédit. J'aimerais ça avoir 700 codes de crédit dans la prochaine année. C'est quoi les guidelines que tu donnes? Puis si tu veux, je peux te donner plus de paramètres sur, exemple, une situation fictive pour donner du concret. Mais dans le fond, la première chose que je dirais, c'est un petit peu comme un médecin, il faut comme un peu établir un diagnostic. Parce que ta cote de crédit, elle peut être forte ou elle peut être basse au niveau du score, mais même si ton score est haut, elle peut être forte ou elle peut être basse aussi. Dans le fond, c'est un petit peu les barèmes comme ça. Fait que c'est d'établir un diagnostic. Tu sais, c'est-tu mauvais parce que, genre, t'as un recouvrement que t'étais pas au courant? C'est-tu mauvais parce que t'as fait plein de retard? T'as-tu un haut score, mais tu te fais refuser pareil parce que t'as seulement une ligne de crédit, puis finalement, ben, tu sais, t'as un bon score, mais ça fait pas grand-chose. Fait que, la première étape, c'est vraiment d'établir un diagnostic. Fait que, je sais pas, mettons, t'as-tu des barèmes, justement, des situations jouons le jeu, tu sais. Exemple que moi, j'ai 2 cartes de crédit, mettons une de 5 000 puis une autre de 5 000. Elles sont relativement... Il y en a une qui est pas mal tout le temps pleine à 100%. L'autre exemple, je la foule à moitié par mois. C'est peut-être un peu exagéré, mais bref, on va continuer. J'ai une voiture qui vaut 30 000. J'ai une maison, puis j'ai un 4 roues. Sur un prêt, mettons, de 5 à 10 000. Je gagne, exemple, 60 000 par année. Puis, c'est pas mal ça. J'ai pas d'autres dettes. Fait que tu as 5 lignes de crédit. Ouais. OK. Puis, mettons, là, disons que j'étais à 600 de score de crédit. T'es à 600. Je m'excuse de vous couper la gang, là, mais, tu sais, mettons, pour monsieur, madame, tout le monde, là, une cote de crédit, c'est basé... Est-ce que, grosso modo, on peut peut-être faire les points de c'est basé sur quoi? Absolument. Oui, c'est ça. C'est un petit peu ça que j'allais dire. Dans le fond, les 5 C du crédit, les 5 caractéristiques d'un bon bureau de crédit. Premièrement, c'est le nombre de lignes de crédit actives. OK? Souvent, puis on parlait de mythes un peu tantôt, là, si je peux me permettre, un des plus gros mythes que j'entends, en fait, c'est pas mal lui que j'entends le plus souvent, c'est hey, dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais couper toutes mes cartes, mais en garder une. C'est littéralement la pire erreur que tu peux faire. Je vais vous l'expliquer par la suite pourquoi. Fait que, premièrement, c'est d'avoir le plus de lignes de crédit actives possible. Deuxièmement, c'est les paiements. Je pense qu'il n'y a personne qui est alarmé de dire qu'il faut que je fasse tes paiements. Troisièmement, c'est ton historique. Okay? Ton historique, ça veut dire que plus que ta ligne de crédit qu'on parle au point numéro 1 est active depuis longtemps, plus qu'elle est forte. Ça veut dire que tu as de la discipline. Parce que le score de crédit, ce n'est pas un score de risque, contrairement à ce que les gens pensent. C'est un score de discipline. Parce que ton score de risque, là, je le calcule avec ton EBD et ton ETD, ton amortissement de dette, tes calculs de dette, dans le fond. Fait que le nombre de lignes de crédit, ensuite de ça, on a les paiements. Ensuite de ça, on a l'historique et ensuite de ça, on a l'utilisation. Okay. Puis là, j'ai dit, pas vraiment forcément en ordre de puissance, là, mais ils sont toutes importantes. Là. Puis ensuite de ça, on a tout ce qui est les chicanes, les demandes. Donc, mettons que
Vidéotron te dit, OK, parfait, t'appelles Vidéotron, tu dis, je vais switcher de Vidéotron à Bell. Finalement, ils te disent, OK, parfait, renvoie-moi genre ton récepteur ou whatever. Puis là, tu dis, non, ça me dérange pas. Ils disent, OK, parfait, on va te charger 100$. Puis toi, tu penses que comme juste en les ignorant, parce qu'à un moment donné, ils arrêtent de t'appeler, c'est good. Ben non, ils ont mis un recouvrement sur ton bureau de crédit, ça fait des retards, puis après ça, sèche complètement ta cote, c'est pas pourquoi. Fait que ça, c'est les critères. Dans ton cas où que tu me dis que tu as 5 lignes de crédit, premièrement, pour avoir un score de crédit parfait de 900, tu n'es pas obligé d'avoir 900, mais mettons qu'on se base vraiment sur les mathématiques, tu peux en avoir jusqu'à 21 pour optimiser. Okay. Fait qu'on se rend compte qu'avec 2 cartes de crédit, un prêt par-ci par-là, ben, tu es loin de 21, tu es à 5. T'sais. Fait que je dis jamais, mettons, d'aller jusqu'à 21, mais au moins d'avoir comme 7, 8, 9 lignes de crédit actives que tu payes tout le temps à chaque mois. Déjà là, c'est un bon point. Ensuite de ça, il y a un autre mythe/erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de faire les paiements selon la date qui est inscrite sur ton relevé. Pourquoi? Parce que ça ne veut pas dire que c'est à cette date-là que ta banque, ton institution financière, envoie la mise à jour à Equifax et à TransUnion. Ils peuvent te dire de faire le paiement, mettons, le 30, mettons. Sauf qu'eux, ils envoient la mise à jour le 28. Fait que, mettons, ta carte de crédit là, à 5 000 sur 5 000. Tu te dis, regarde, je vais faire une bonne action. Là. Ils me disent de payer, mettons, 200$ le paiement minimum le 30. Mais moi, je claire ça. Je claire 5 000, j'ai un bonus à la job, whatever. Mais pour le prochain mois, il va quand même avoir 5 000 parce qu'ils ont envoyé la mise à jour à Equifax avant que tu fasses ton paiement. Je sais pas si le 28, ils ont envoyé le rapport. Il dit, hey, Equifax, cette personne-là a 5 000 de dette sur sa carte de crédit. Toi, si tu arrives le 29 et tu claires le 5 000, ça va quand même affecter ta carte de crédit. Puis la plupart des banques font les mises à jour mensuellement, mais il y a certaines institutions financières, je me rappelle pas, mettons, Capital One, des affaires qui sont pas vraiment des banques en tant que telles, font ça aux 3 mois. Fait que là, t'es comme, yo, j'ai fait qu'est-ce que tu me dis, puis là, ça fait 2 mois et demi, genre, qu'il n'y a rien qui se passe. Ouais, c'est parce que, tu l'as pas fait à temps. OK. Puis c'est comment que tu vois la différence, mettons, de la mise à jour versus la date qui est sur ton relevé? Tu peux pas le faire. Tu peux pas le savoir. Okay. Mettons, tu appelles ta banque, le conseiller, il le sait pas. Ce que moi, je conseille, c'est que de mon expérience personnelle, il n'y a aucune banque qui fait ça vraiment avant le 26. Fait que moi, je m'assure personnellement, c'est des trucs que je fais personnellement. Le 24, tout est clair. OK. Il n'y a pas une banque qui va faire ça genre le 22 parce qu'il reste comme le tiers du mois. Là, ça marcherait pas. Peu importe ta carte a été mise quand, c'est toujours en fin de mois, dans le fond? Ouais. Okay. Toujours vers la fin du mois. Même si, exemple, la carte a été ouverte le 25, ça va être quand même le mois suivant. C'est pas genre la date d'ouverture de la carte. Non. Non, c'est ça. C'est vraiment le barème. En fin de mois. C'est ça, exact. Okay. C'est la même chose pour tous les utilisateurs de cartes dans cette institution financière-là. Puis, dans ton exemple, c'est un peu farfelu de dire payer 5 000 d'une shot, là, surtout si le client gagne 60 000. Pardon. Mais souvent, ce que je vois, c'est des clients qui ont des cartes, mettons, à 2 000 et on met le piastre dessus. C'est 1000 $. Ça va vite, là, je veux dire, on est au Québec, là, genre, puis on est au Canada, là, 1000 $, mettons, tu fais l'épicerie, tu payes une coupe de tank de gaz, mettons, tu as 2-3 kids avec des activités. Mettre 1000 $ sur une carte, ça prend 2 semaines, là, tu sais. Fait que là, ils ont 50% d'utilisation, ce qui n'est pas extrêmement mauvais, mais ce qui n'est pas optimal, là, tu sais. Pour être optimal, on veut toujours être en bas de 25-30% d'utilisation. Fait que là, ils sont comme, là, je comprends pas, tu sais, pourtant, je la claire à chaque fin de mois. Mais ça dit toujours sur mon rapport de bureau de crédit, mettons, sur Equifax, sur ma plateforme, ça dit toujours que c'est à 50%. Mais c'est ça. C'est parce que tu le fais pas à temps, ton paiement. Il faudrait que tu le fasses avant. Puis là, il y a d'autres challenges aussi, que c'est de dire, bon, ben là, eux, ils reçoivent pas leur paye avant de payer, puis tout, là. Mais là, il faut que tu t'arranges pour être capable de faire ça vraiment, là, idéalement, le 24. Fait que c'est ça, tout le monde, le 24, payez vos cartes. Idéalement, un rappel. Idéalement. C'est vraiment con, mais moi, quand j'ai vu la plus grosse différence, ça fait plusieurs années qu'on se connaît, moi puis Jean-Mathieu, mais... La première fois que j'ai entendu parler de ça, c'est là que j'ai vu un increase massif là, de ma cote de crédit. Là. J'ai gagné comme. Quand j'ai commencé à mettre ça en place, j'ai gagné 100 points là, sur ma cote de crédit. Ça fait toute la rapidement comme ça. Ouais. Parce que je sais qu'il y a des situations, mais là, on reviendra à la situation que tu as expliquée tantôt. Là, tu pars de 600 à 700. Là. Ouais. Mais ça, il y a des situations que, de ce que moi j'entends, en tout cas, là, c'est que c'est super long remonté. Tu gagnes des points au mois, aux semaines. Puis là, les gens sont super découragés. C'est comme... Ouais. Mais ça, c'est ça ma question. Ça prend combien de temps? T'sais, mettons, de passer de 600 à 700, si tu appliques, tu te gardes en dessous de 30%, tu trouves, mettons, 2-3 autres cartes de crédit. C'est comment, toi, tu vois les progressions des gens qui t'accompagnent. Ça ressemble à quoi, la progression? Ben, mettons qu'on revient à la première chose que j'ai dit au niveau du diagnostic. Les plus gros que je vois, il y en a 3. Il y a le manque de ligne de crédit, le nombre. Ensuite de ça, il y a des retards. Puis, il y a l'utilisation. Le plus rapide, là, ça va être l'utilisation.
Fait que, tu sais, mettons que tu es en haut de 50% sur tes cartes de crédit. Tu sais, mettons, dans ton exemple, tu avais une carte qui était à 0 puis l'autre qui était à 5000, mettons. Ouais. Mais juste le fait d'être à 100% sur une carte, jusqu'à temps que ça se stabilise, mettons que tu pars de 700, tu vas perdre 30 points par mois jusqu'à temps que ça se stabilise. Puis en général, c'est genre 2-3 mois. Hey, 30 points. Tu peux perdre 90 points juste parce que tu as genre 100% d'utilisation. Même si tu la payes. Ouais, Non, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun rapport. Si tu ne payes pas, c'est encore pire. Ouais. Juste avec l'utilisation. Sauf que la bonne nouvelle, c'est qu'autant rapidement que tu perds au niveau de l'utilisation, autant rapidement que tu regagnes. Fait que mettons que tu vas aller splitter sur tes deux cartes. Donc, tu vas avoir 2500 à place de 0 puis 5000. Là, tu vas gagner genre une vingtaine de points, trentaine de points. OK. Fait que t'es mieux de te prendre comme plus de cartes de crédit, te mettre à comme 30% oui, toutes. Absolument. Okay. C'est pour ça que je conseille aussi d'avoir le plus de nombre de lignes de crédit possible parce que dans des moments, mettons, qui sont plus tough, dans la vie, il y a plein d'aléas, ben, au moins, tu es capable de splitter tes dettes un peu partout. Là, c'est sûr que ça prend une meilleure gestion parce que tu as plusieurs paiements à faire. Mais mettons que tu es fait encore une fois tout le temps le 24, ben, tu le sais que le 24, il faut tout que tu payes. Ben, là, si tu es à 20% versus tu as une carte de crédit qui est à 100%, tu vas perdre pas mal. En fait, en bas de 20%, tu ne perdras pas vraiment de points. Malgré que tu as une dette totale autant haute. OK. Puis, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce qu'il y a une différence? Tu sais, mettons, tu dis, OK, on prend plusieurs lignes de crédit. Est-ce que si j'en ai comme 4, je m'en prends 4 chez Desjardins ou si je m'en prends une chez Desjardins, une chez l'autre, y a-t-il une différence pour ça? Il n'y a pas de différence, mais souvent, les institutions financières, encore une fois, de mon expérience, je n'ai pas appris ça dans les cours, là, ils ne vont pas t'en donner plus que 2. OK. 2 cartes de crédit, plus, mettons, d'autres produits connexes. Mais tu sais, mettons, Banque Scotia, il n'aura pas donné 7 cartes de crédit à toi. Là. Moi, ce que moi, j'ai fait personnellement, encore une fois, c'est que je vais en chercher 2. J'ai 2 cartes de crédit chez Desjardins. J'en ai une, mettons, Costco. J'en ai 2 là, une là. Parce que les banques, idéalement, ils veulent un peu hedger leur risque. Fait que s'ils te donnent 7 cartes de crédit, ça veut dire que le lendemain matin, tu peux les fouler, faire une propos au consommateur, puis ils sont pas contents. Oui. Non, c'est ça. Fait que non, ça a pas de. Il n'y aurait pas nécessairement de différence, mais ça sera comme pas possible de se rendre là. OK. Puis pour gagner 100 points, là, fait que passer de 600 à 700, moi, je l'ai vécu personnellement. Il y a des mois où je gagnais comme 30-40 points. Là. Ça s'est fait vite. En 3 mois, j'ai gagné 100 points de score. Du moment où j'ai appliqué, j'ai juste changé ma date de paiement de carte de crédit 2-3 jours avant. Puis ça a débloqué 100 points. Là. Bon, c'est peut-être un cas un peu plus extrême ou est-ce que ça s'applique pour tout le monde? Ou c'est quoi? Est-ce qu'on parle plus d'un an en général ou c'est des fois juste quelques tweaks qui peuvent en 3 mois te faire booster ta cote? C'est ça. Fait que mettons que c'est au niveau de l'utilisation, parce que toi, c'était clairement un problème d'utilisation de paiement, parce que même si théoriquement, tu as payé tout, tu as payé trop tard vis-à-vis de la mise à jour. Exact. Fait que pour toi, ça va littéralement être une question de quelques mois. Là. C'est vraiment fucking rapide. Mettons que c'est quelqu'un qui n'a pas assez de carte de crédit, bien là, on va parler de peut-être un genre de 1 an à 2 ans, ish. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que je conseille? C'est d'aller chercher 2 cartes de crédit à chaque 6 mois. Pendant 1 an, mettons, tu as 4. Tu sais, dépendamment de où tu pars. Là, si tu pars de 0, ça va prendre 2 ans. Si tu as déjà 2, 3, 4, 5 lignes de crédit, bien là, c'est sûr que ça va être mieux. Puis si c'est au niveau des retards, bien là, les retards, c'est un autre game. Ça dépend si tu as des retards. Je n'irai pas trop dans les détails non plus, mais ça dépend si tu as des retards, mettons, avec TELUS versus hypothécaire. Et ils n'ont pas le même poids. Les retards hypothécaires, c'est des gros montants. Souvent, c'est des centaines de milliers de dollars. TELUS, c'est genre 80$. Fait que ça ne fait pas autant d'impact. Mais là, je ne peux pas me prononcer sur exactement combien de temps ça va prendre si c'est une histoire de retard. Parce que ça dépend vraiment du type de retard. Souvent, ce qu'on va voir, c'est, mettons, 1 ou 2 retards par-ci, par-là. C'est une carte de crédit ou, mettons, sur, justement, TELUS, Bell, whatever, c'est ton application mobile. Bien là, tu sais, si tu appliques toutes les autres règles, tu as une coupe de retard, en 1 an maximum, normalement, tu serais capable de remonter. Là, peut-être pas d'une centaine de points, mais presque. C'est fou quand même. Ouais. Puis je me demandais, par rapport aux propositions comme consommateur puis Faites, comment ça impacte ton dossier de crédit? Puis comment tu fais pour t'en sortir? Ouais. Là, je suis obligé de faire mon fameux disclaimer que je ne suis pas syndic, donc je peux pas... Tu as ton cabinet de courtage hypothécaire, mais tu n'es pas un syndic. C'est ça, je ne suis pas un syndic de faillite, mais je suis quand même capable de donner des petits cues. Premièrement, justement, les syndics ne m'aimeront pas quand je vais dire ça, mais aux yeux de la banque, et n'importe quel professionnel financier va dire ça, qui travaille avec les banques, aux yeux de la banque, une faillite et une proposition consommateur, même fucking affaire.
même impact. OK, mais c'est ça, c'était ça ma question. Tu sais, y a-t-il une différence? Non, même chose. Au niveau technique de comment tu rembourses tes créanciers et tout, oui, il y en a une différence entre une faillite et une propos. Mais au niveau de quand moi j'ai le dossier de crédit puis je l'envoie à la banque, même affaire. Fait que grosso modo, proposition ou faillite, c'est j'ai des dettes, je ne peux plus payer et je fais une entente avec quelqu'un. Exact. C'est comme je te donne 1000$, je te dis, hey man, pour vrai, je suis juste capable de te donner 50$ pendant 2 ans à chaque mois. Genre. Désolé. Ouais, je comprends. C'est ça. Je comprends. Fait que c'est ça. Bref, donc la différence entre une faillite et une propos, c'est que grossièrement, encore une fois, une proposition consommateur, tu vas prendre une entente avec tes créanciers, tu vas payer un certain montant. Une faillite, tu payes 0, dans le fond. Ça prend théoriquement tous les 5 ans à rembourser. Et après ça, au niveau des yeux de la banque, lorsque tu vas revenir me voir, même quand tu as fini de payer, il faut encore que tu attendes 2 ans pour être qualifiable. Et durant ton 2 ans, surtout récemment après la COVID, il faut en plus que tu ailles recommencer à bâtir ton crédit. Fait qu'il y a quand même, tu sais, c'est pas à prendre à la légère. Tu avais des dettes, tu les as pas remboursées, puis après ça, tu vas demander à la banque, mettons, de te donner une hypothèque de 500 000. Ils sont comme, faut que tu me prouves que tu es quand même capable un minimum de gérer tes affaires. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par rebâtir ton crédit? C'est d'aller chercher au moins, encore une fois, à chaque 6 mois ou à chaque année, un genre de 2 cartes de crédit. Puis là, tu vas commencer, tu vas te faire refuser partout. Il faut que tu ailles voir Capital One, des cartes prépayées. Tu sais, tu recommences au bas de l'échelle. Tu recommences comme quand tu avais 18 ans, tu n'avais rien. Tranquillement, pas vite. C'est vraiment un clean plate, là. Okay. Tu t'es fait rincer au casino, tu recommences à zéro, tu commences à jouer à coup de 25$. Mais c'est un petit peu ça aussi. Ouais. Fait que c'est ça, à ne pas prendre à la légère. Puis c'est vraiment un 5 ans. L'avantage un peu de la proposition au consommateur, c'est que si jamais le cas est, tu peux rembourser plus rapidement ta propos pour essayer de starter ton countdown de 2 ans plus rapidement. Fait que mettons ta faillite, t'es pogné 5 ans plus 2 ans par la suite. 5 ans dedans plus 2 ans de libéré. L'autre, mettons que, je sais pas, l'entente de paiement, c'est un peu plus lousse, puis tu es capable de payer un petit peu plus vite. Mettons, tu payes en 2 ans et demi. Là, tu vas avoir ton 2 ans et demi. Après ça, tu es libéré. Après ça, tu as un autre 2 ans. Fait que tu vas aller regagner là, au niveau de ton paiement. OK. C'est super intéressant. Merci beaucoup, Jean-Mathieu, d'avoir été avec nous pour nous partager toutes ces ressources-là. Audrey, avais-tu d'autres questions sur le crédit avant qu'on... Non, je pense que ça faisait le tour pour moi. Parfait. Puis d'ailleurs, il existe une alternative. Si vous considérez un syndic ou une proposition puis que vous avez une maison ou une hypothèque, Jean-Mathieu, dans le fond, il est là pour aider à restructurer ses dettes pour justement éviter un syndic ou une proposition au consommateur. Fait que si ça vous intéresse d'en savoir plus puis restructurer votre crédit, on va mettre dans les notes de l'épisode le site web de Jean-Mathieu là, pour que vous puissiez entrer en contact avec son équipe. Oui, peut-être rapidement, si jamais les gens veulent entrer en contact avec toi, est-ce que la meilleure façon, c'est la meilleure façon d'entrer en contact? Oui, exact, sur le site web zerodette.com, zerodette.com, ou sinon juste, si c'est des questions peut-être un peu plus précises, là, d'envoyer un message soit sur Instagram ou Facebook directement. Là, c'est moi qui réponds à tous les messages. Génial. Parfait. Donc, merci à tout le monde d'avoir été là aujourd'hui. On se dit à très bientôt. Donc, bye-bye. Bye!